Namasté, Yogini Yogi. Bonjour. Bonjour Salut. et bienvenue sur la chaîne de yoga Jujuna Yoga. Aujourd'hui, nous accueillons sur la chaîne et il m'accueille chez lui mon ami et collègue Mazen, professeur de philosophie. Il s'est beaucoup intéressé au continent de l'Inde et à la philosophie indienne. Donc aujourd'hui, il est là pour nous parler des doshas, de la constitution doshique de chacun. Alors, bienvenue sur la chaîne. Merci. Qu'est-ce qu'un dosha, Mazen? Alors, un dosha, c'est ce qu'on appellerait, nous, en Europe, une humeur. On trouve d'ailleurs l'équivalent dans la philosophie grecque antique. Et en fait, avant de parler des doshas, il faudrait voir d'où viennent les doshas. Oui. Et donc, la philosophie qui a inspiré, qui sert en fait de base à toute la médecine dite ayurvédique, c'est une manière de voir. En sanskrit, on dit darshana. Ouais. Donc en fait, c'est un système philosophique qui a un certain point de vue. En fait, ça donne à peu près ça. Et donc, il y en a 6 principaux en Inde, et le Samkhya est l'un des plus importants, l'un des 6. Ça remonte grosso modo à l'Antiquité, on ne sait pas très bien, soit les 2-3 premiers siècles après Jésus-Christ, soit moins 400, moins 500, dans ces eaux-là, on ne sait pas. Et d'autres font remonter ça à plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. Bon, très probablement que c'était des traditions orales, qui sont en fait le fruit de la réflexion des hommes sur le cosmos, sur le monde, sur leurs expériences, Oui. et le fruit de leurs observations, voilà, a donné tout un tas de philosophies et de pratiques. Peu importe. En tout cas, il y a 2 principes de base qu'on va trouver dans le Samkhya pour expliquer l'univers. Bon, l'idée c'est que tout est un. Oui. Très classique dans l'hindouisme, et que ce un se trouve sous 2 principaux aspects, un aspect masculin, un aspect féminin, classiquement. Bon, ça ne correspond pas à la réalité de ce qu'est un homme et une femme, ce sont des principes. Ouais. Donc, chez une femme, il y a les 2 principes, tout comme chez un homme, il y a les 2 principes. Bon, mais en tout cas, c'est pour penser les choses, c'est assez simple comme ça. Il y a un principe qui est le Purusha, et un autre principe qui est la Prakriti. Et en gros, le Purusha, c'est le regard témoin, ce qui observe et ce qui conçoit à la fois. On pourrait traduire ça, soit la traduction c'est un mâle, Purusha, mais c'est aussi le soi, l'esprit, le moi spirituel. Bon. Et la Prakriti, c'est un peu la force agissante, Oui. qui réalise et qui manifeste les choses. Féminine. Voilà, qui est féminine. En gros, c'est comme une femme peut concevoir un enfant à partir d'une petite graine. En 9 mois, ça donne un être vivant et matériel. En gros, la Prakriti manifeste les principes du Purusha, et la manifestation, c'est l'univers lui-même. Ouais. Voilà. Et donc c'est en même temps la force agissante et la chose produite, la Prakriti. C'est-à-dire que nous on traduirait par nature. C'est voilà. Et donc, évidemment, la médecine ayurvédique se base sur l'observation de la nature. Et la nature, de manière générale, est la nature de chacun. Bon. Et c'est une médecine qui est centrée sur la personne, dans toutes ses dimensions, psychologiques, spirituelles, physiologiques, etc., etc., l'environnement, tous les éléments qui constituent la personne. Et en fait, la personne est une sorte d'asile pour la maladie. Ouais. Bon.
Et c'est une médecine du coup qui va se focaliser non pas sur la maladie, mais sur la personne. Et donc c'est pour ça qu'il y a un très gros volet de cette médecine-là, qui est prophylactique, qui vise en gros à éviter de tomber malade, et non pas seulement à traiter la maladie. Et dans cette médecine, les maladies viennent de déséquilibres dans notre nature. Alors, et donc, cette nature chez les individus, elle découle de la nature tout court. Alors, la nature tout court, donc on a dit tout à l'heure que c'était Prakriti. Oui. Et donc, Prakriti, elle existe sous 3 modes. Elle a 3 principales propriétés, 3 principales qualités, que sont Sattva, Rajas et Tamas. Donc, On en a déjà parlé. Donc, vous avez déjà fait une vidéo là-dessus. Très bien, je ne vais pas m'étendre très longtemps dessus. Peut-être résumer un petit Voilà, ouais. Grosso modo, Sattva, c'est le principe d'harmonie, léger, clair, intelligence, équilibre. Voilà. Rajas, c'est le mouvement, c'est rouge. Plutôt moi. C'est plutôt toi. Ouais. Bon, moi aussi un peu. Donc c'est ce qui est dynamique, passionné, etc. On peut imaginer un peu ça. Et Tamas, c'est le principe d'inertie, ce qui est un peu massif, qui ne bouge pas, qui est lourd, obscur. Voilà. Là où ça va, c'est plus clair. Bon. Après, évidemment, on peut disserter des heures sur chacune des gunas, mais bon, ce sont des principes. Et d'ailleurs, petite cartade, les 3 principales divinités de la mythologie hindoue, ce qu'on appelle la Trimurti, ont une certaine correspondance avec ces gunas. Donc, Sattva, par exemple, c'est associé à Brahma. Rajas, c'est associé à Vishnu. Ouais. Et Tamas, c'est associé à Shiva. Voilà. Sachant que chacune des divinités a les 3. Ouais. Voilà. Bon, bref. Donc, ces 3 gunas vont ensuite se combiner pour former les éléments, donc les éléments qui sont les ingrédients de l'univers, que nous percevons. Et donc, il y a les éléments qui vont être précisément ceux qui vont être perçus. Donc, en fait, on a 10 éléments, qui sont en fait 5 éléments subtils et 5 éléments grossiers. Oui. Et d'ailleurs, ces éléments subtils sont les éléments qui vont être perçus par nos 5 sens. Alors, bon, pas trop rentrer dans les détails, mais grosso modo, la combinaison des gunas vont donner les 5 éléments subtils qui eux-mêmes vont donner les éléments grossiers. Ouais. Donc pourquoi je parle de ça? Parce qu'ensuite c'est la combinaison des éléments grossiers qui va donner les doshas. D'accord. Les fameux On en doshas. vient aux doshas. On y arrive. Bon, en gros, sattva, ça va donner le son qui donne l'éther. Bon. Rajas, lui, va donner l'énergie, on a dit, c'était la dynamique, l'énergie qui va donner les formes et les couleurs. C'est ce qui va produire l'élément feu, qu'on appelle Agni. Ensuite, vous avez le tamas, qui, donc on avait dit que c'était l'inertie, va produire l'odeur qui est associée à l'élément terre, prithvi. Voilà. Et ensuite, ces 3 gunas, en se combinant, donnent encore 2 autres éléments. Sattva et Rajas, donc ce qui est léger et ce qui est du mouvement, vont se combiner pour donner ce qu'on appelle le contact, ou le toucher. C'est ce qui donne l'élément air, vayu. Et Tamas et Rajas vont se combiner, donc on a le mouvement et l'inertie qui donnent ce qu'on appellerait le goût, la saveur, rasa. Et le rasa, c'est ce qui va donner l'élément grossier, l'eau, ap. Donc, on a nos 5 éléments, donc l'éther, l'air, vayu, agni, le feu, ap, l'eau, et prithvi, la terre. Et ils vont se combiner pour donner donc les fameuses doshas. Alors, évidemment, le corps de chacun est composé donc de tous ces éléments. Bon, c'est un peu les physiciens, si vous voulez, de l'époque, en observant la nature, ils ont constaté que tout ce qui existait sous une de ces différentes formes, qui sont les éléments. Et après, pour essayer d'expliquer le comportement des objets,
et la manière que les objets avaient de réagir, il pensait à des combinaisons avec des différentes proportions de ces différents éléments. Bon. Et donc, dans la médecine ayurvédique, pour les êtres humains, ce qu'on appelle les humeurs, ces humeurs, c'est ce qui va dériver de notre nature et donc notre composition en éléments. Voilà. Un peu comme ce que nous on fait aujourd'hui sous la forme du code génétique. En gros, c'est ce qui est inscrit dans notre nature. Et donc, on va avoir par exemple la combinaison de l'éther et de l'air. Akash, l'espace si vous voulez, et l'air, c'est le Vata, le dosha qu'on appelle Vata. Rajas, pardon, Agni, l'élément feu, qui va se combiner avec l'élément en fait eau. En fait, vous avez l'eau qui va être combinée soit avec le feu, soit avec la terre. Donc quand l'eau est combinée avec le feu, on va avoir Pitta. Et quand l'eau est combinée avec la terre, on va avoir Kapha. Bon. Et en fait, quelque part, c'est comme une sorte de grosse boucle. Parce que les trois doshas, donc Vata, Pitta, Kapha, correspondent presque aux trois gunas qu'on avait à la base. C'est-à-dire que Vata et Sattva, c'est quand même assez proche. Pitta et Rajas, c'est aussi assez proche. Et Kapha et Tamas, c'est aussi assez proche. Dans le sens où une nature plutôt Vata, c'est une nature qui est plutôt légère, plutôt dans le mouvement, plutôt dans la dynamique de la pensée, etc. T'es quoi, toi, en fait? Bah, en constitution doshique. Hein. Alors, en constitution doshique, alors physiquement parlant, parce que lors d'une consultation ayurvédique, on va prendre votre pouls, donc, et en même temps qu'on va observer la personne, mais en fait on observe tout. On observe son ossature, les ongles, les dents, la langue, voilà, les yeux, les oreilles, tout. la qualité de la peau, les cheveux, s'ils sont plus ou moins gras, plus ou moins secs, plus ou moins épais, plus ou moins fins, cassants, etc. La couleur des cheveux, s'il y a des taches de rousseur, toutes ces choses-là, la manière qu'a la personne de se tenir, d'être présente, le souffle de la personne, comment elle respire, hein, donc en plus de la posture, il y a... Bon, et les personnes vont poser, le médecin va poser tout un tas de questions qui peuvent remonter d'ailleurs jusqu'aux grands-parents. Hein. Et d'ailleurs, ils arrivent, en voyant une personne, à déduire, par exemple, que mangeaient leurs grands-parents. Donc c'est assez hallucinant. Quoi. Parce que quand on a telle ou telle nature, on va avoir tendance à aimer plutôt tel ou tel aliment ou telle activité et à fuir tel ou tel aliment ou telle activité. Par exemple, quelqu'un qui est de nature kapha va avoir tendance à éviter ce qui est très dynamique. Il y a un côté un peu casanier, on va dire. Bon, moi, justement, tu me posais la question, physiquement, j'ai une nature, à la base, plutôt kapha. Voilà, donc j'ai des os qui sont pas si fins, qui sont quand même assez costauds, j'ai une tête assez grosse tête, assez ronde, avec... bref, alors ça, on va pas rentrer dans les détails, parce que ça prendrait des heures à faire la description de chaque dosha, correspond à quel type de cheveux, quel type de peau, etc. Surtout que c'est archi compliqué, parce qu'il y a des combinaisons entre les choses, mais vous pouvez trouver ça dans la littérature ayurvédique. Je vais vous mettre en ligne, dans la bio, un petit test ayurvédique pour déterminer votre constitution doshique. Vous pourrez le faire. Vous pourrez vous amuser avec ça. Bon, après, donc comme je vous disais, l'idée dans l'Ayurveda, c'est que il y a tout un tas de plans d'existence, donc ça, je n'ai pas rentré là-dedans, c'est archi compliqué, c'est le fait qu'on a plusieurs corps, donc des corps qui sont plus ou moins subtils,
comme si il y avait différentes densités. Et en gros, un déséquilibre dans les doshas arrive sur un certain plan et va passer de plan en plan. Et c'est que après avoir traversé toutes ces couches, quand le déséquilibre arrive d'une certaine manière à la dernière couche, qu'apparaît le symptôme, qu'apparaît la maladie. Et donc, dans la médecine ayurvédique, il s'agit non pas seulement de traiter la maladie, ça, évidemment ça va devoir être fait, mais c'est en gros de rétablir l'équilibre dans le corps et dans les différentes couches. Donc en fait, même quand la personne est guérie, en Ayurveda, on va considérer que c'est pas réglé. Parce que si le déséquilibre est encore sur les autres plans, dans les autres corps qui sont plus subtils, ils savent d'une certaine manière que cette maladie ou une autre va revenir. Et donc, il y a aussi toute une manière de se comporter, une certaine hygiène de vie, on dirait aujourd'hui, qui va faire en sorte d'éviter que la maladie arrive. Alors, en fait, en rétablissant l'équilibre sur les différents plans, en créant un certain environnement, ça va protéger la personne de, de créer un terrain qui sera favorable à la maladie. Voilà. En prévention, quoi. C'est ça. Et donc, il y a plusieurs dimensions. Donc, il y a évidemment toute une dimension qu'est-ce qu'on va trouver dans le yoga, donc dans l'aspect méditation. Le yoga est une des choses qui vont être proposées par les médecins pour éviter de tomber malade et pour essayer d'améliorer sa santé, selon le déséquilibre. Par exemple, quelqu'un qui a un déséquilibre en vata, on va lui dire de se mettre dans un environnement qui est plutôt chaud. Et calme. D'être entouré de couleurs chaudes, de manger des choses qui sont plutôt sucrées, salées, acides, d'éviter des choses qui sont amères ou qui vont vous donner des gaz, de manger de la nourriture plutôt chaude, voilà. Et donc de pratiquer évidemment toujours, ça vous l'aurez pour tous les doshas, pour toutes les types de personnalités, de types de nature, une méditation pour prendre conscience de comment les choses fonctionnent en nous et de quelles sont nos différentes tendances, etc. Se mettre en position de purusha pour observer notre nature, notre prakriti, en gros. Ça au niveau intellectuel, ou bien au niveau émotionnel, ou bien au niveau physique. Et donc, méditation. Et avec la méditation, une certaine activité physique, souvent la marche, ou des activités physiques légères, ou des petits sports collectifs, ce genre de choses, et évidemment, des postures de yoga. Mais là, sans forcer. Enfin, vraiment des trucs très légers, très relaxants pour les problèmes de déséquilibre vata. Pour des personnes qui ont un problème de déséquilibre en pitta, ce sera plutôt une atmosphère fraîche, des massages, par exemple. Alors, j'ai pas dit pour vata, mais pareil, ce sera des massages plutôt avec des huiles assez chaudes. Pas brûlantes non plus, mais voilà, des huiles chaudes. Alors que pour le déséquilibre pitta, ce sera un massage plutôt froid, accompagné par exemple de pierres. On peut avoir ça. Ou sinon, alors pour la nourriture, là ce sera rajouter avec les repas, qui aussi sont des repas chauds, mais rajouter des éléments qui sont un peu froids. Avec des herbes fraîches, par exemple. De la coriandre, du concombre, citron, ce genre de choses. Éviter tout ce qui va être trop épicé, trop salé, ou ce qui est frit. Préférer plutôt des choses doux, amères. Voilà. Et là, évidemment, même chose dans une activité physique régulière, de la méditation, et éviter des situations où il y a du conflit. En fait, ce qui pourrait relancer l'agitation. Parce que là, contrairement à Vata, c'est un tempérament un peu trop chaud qu'il s'agit justement de calmer. De calmer, de rafraîchir. Voilà. Et enfin, pour les déséquilibres d'ordre Vata, Kapha. Kapha, il va falloir un environnement plutôt chaud aussi, là aussi, mais sec. Et là, il faudra plutôt être actif. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous disais que Kapha, ça était assez proche de la Guna Tamas, qui avait une certaine tendance à l'inertie
et à se retirer dans sa grotte d'une certaine manière. Et donc là, il faut plutôt un environnement, là aussi encore avec des couleurs chaudes, etc., mais plutôt sec, et une certaine activité. Alors, et de la compagnie, être plutôt en bonne compagnie évidemment, de la musique plutôt entraînante. Pour la nourriture, plutôt des choses qui sont de l'ordre de l'amer, de l'astringent, acre, par exemple des pommes, du tofu, du melon, tout ce qui est pois, lentilles, etc. Éviter le trop salé et le trop acide, et donc là aussi méditation, et là pratiquer des activités sportives et des postures de yoga un peu plus dynamiques, genre yoga de l'énergie ou des postures un peu plus, je sais pas, des trucs un peu hot yoga, voilà, ouais. Bon, Ce genre de choses, bah voilà. En gros, sur les doshas assez rapidement, j'espère que c'est pas trop compliqué. non, c'était très clair. Bah, merci beaucoup. Bah je t'en prie. Je vous mets en ligne le test pour découvrir votre constitution doshique. Vous pouvez évidemment le faire. Et je vous mettrai aussi les références d'un livre sur les samkhya. Je vous mettrai la petite photo de la couverture de livre. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Namasté. Merci revoir. de votre Au écoute revoir. et merci beaucoup, T'en prie. chers collègues.